avec les mains pour malaxer une boule d'énergie. Oui. Et là, les mains sont assez relâchées et je me demandais comment se faisait le passage entre ta proposition de toujours avoir les mains avec les monts des doigts engagés vers l'avant pour garder l'énergie, comme tu dis, et puis cette façon-là de travailler où du coup, parce que quand je malaxe ma boule d'énergie, c'est comme si les mains étaient un peu neurasthéniques, en fait, parce qu'elles sont toutes relâchées. Donc, c'est deux techniques différentes, et puis il ne faut pas chercher à comparer. Non, 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 c'est deux aspects différents, mais quand on malaxe, les doigts sont fermes. C'est un peu comme quand on fait un massage. C'est souple, mais c'est ferme. C'est pas des mains. Ouais. La boule d'énergie est intense, donc il y a la même pression sur la boule d'énergie que si on masse quelqu'un. C'est détendu, mais en même temps, c'est intense. Oui. Les mains ne sont pas abandonnées, même quand il y a la boule d'énergie. On a toujours une légère pression des mains, légère. Donc, effectivement, les mains ne sont pas allongées comme dans les autres mouvements, mais il y a quand même la pression. On maintient les mains, on met une ouverture de la main importante. Et la pression se fait beaucoup par les mains, un peu par les doigts aussi. C'est plus le creux de la paume qui malaxe que les doigts. Les doigts prolongent et c'était plus au niveau de la paume. Ouais, merci, ouais, je vois, merci. Eric, est-ce que tu peux nous dire des suggestions pour la position avec les mains à la bas, ici? Oui. Normalement, ça dépend de sa morphologie. Où les bouts des doigts se rencontrent, on peut plier les deux index, ou si on n'arrive pas, on va vers le touche. Ça dépend. Ceux qui peuvent, on joint les deux index qui se crochettent. Okay. Ça peut également être les bouts des doigts qui se crochettent complètement, les quatre doigts. C'est mieux les deux index parce qu'on va pouvoir plus facilement relâcher les épaules. Le Gomukasan, c'est la posture de la vache. Oui, lorsqu'on fait les torsions, la rotation, est-ce qu'on la fait plutôt sur une expiration ou sur une inspiration? On fait toujours sur le vide après l'expiration. Donc, on fait jamais sur l'expiration ou sur l'inspiration. Ça, c'est dans le yoga gymnastique où quand on va en avant, on inspire, quand on remonte, on inspire. Ça, c'est des techniques qui viennent de la gymnastique suédoise. Mais dans le yoga, c'est toujours à la fin de l'expiration, la sangle abdominale rentre et on fait le mouvement vide. Plus tard, on va inspirer et on fait le mouvement à plein. On ne va jamais faire en expirant ou en inspirant pour éviter l'amalgame musculaire. Parce que quand on inspire ou quand on expire, il y a une quarantaine de muscles qui rentrent en activité. Et nous, le but, c'est de faire le mouvement avec le moins d'activité musculaire possible. Donc, c'est pour ça qu'on fait plus tard, quand le corps est vraiment détendu, il y a quelques mouvements qu'on pourrait faire en expirant, d'autres en inspirant, mais c'est presque toujours à plein. Mais il y a plus tard, l'expiration se réduit, l'inspiration se réduit. C'est repos à plein vide qui vont augmenter. L'allongement de l'expiration, l'inspiration, c'est un travail de début qui dure des années, mais on a été dans le yoga, ce qui compte, c'est les moments d'arrêt, donc inspire et l'inspire. Mais pédagogiquement, on va pendant longtemps allonger l'expire, parce que ça permet une détente, ça permet de renforcer le muscle cardiaque. Et on va allonger l'inspire, ça permet un équilibre nerveux. Mais le vrai yoga se fait dans les temps d'arrêt, entre repos tout. Suspension, donc. Oui. Ouais, merci. Parce que moi, j'ai tendance à l'oublier, en fait, la plupart du temps.
Il y avait Euh, pas de son. donc, dans le pranayama, c'est la pression des doigts qui ferme les narines, qui permet d'allonger le souffle. Dans les asanas, les mains sont ailleurs. Donc, c'est Ujjayi qui va permettre une égalité du souffle. L'égalité est très importante, l'égalité du début à la fin de l'expire, début à la fin de l'inspire, et beaucoup plus tard, de l'égalité de l'expire et de l'inspire. Également, l'autre raison, c'est parce que les asanas visent à stimuler le centre de pureté, donc plus les asanas visent le centre de la gorge, le pranayama vise un centre supérieur. Il y a d'autres petites raisons, mais c'est vraiment l'élément essentiel, c'est ça. Donc, dans tous les asanas, on a le filtre de la gorge. Par contre, quand on l'apprend au niveau pédagogique, on peut, quand on travaille le souffle dans l'espace, si le faire Ujjayi empêche la sensation spatiale, on oublie Ujjayi, on maintient le souffle. Ensuite, on va essayer de remettre Ujjayi en gardant le souffle dans l'espace. Mais si ça fait perdre, il vaut mieux faire que le souffle dans l'espace. On va essayer progressivement de maintenir Ujjayi sans concentration et avoir la sensation spatiale et en arrière-plan la sonorité auditive de Ujjayi. Eric, tu m'entends? Oui. Est-ce que quand on travaille dans les axes, est-ce que tous les axes passent par le centre? Parce qu'une fois, on avait travaillé avec une jambe ouverte et puis l'autre jambe pliée. Et puis un des axes passait par le genou de la jambe pliée avec la malléole de l'autre jambe. Donc là, c'est pas par le centre. Non, il y a des axes qui sont. Tu sais, c'est un peu un ensemble. Il y a des axes verticaux, il y en a horizontaux, il y en a diagonales. Donc, les axes horizontaux ne passent pas forcément par le centre. Ils passent par le centre vertical, mais pas par le centre horizontal. Si les deux bras s'allongent, ben, l'axe n'est pas ici. Oui. Si les deux jambes s'allongent, l'axe là, il n'est pas là. Oui. Okay. Si par contre j'ai une diagonale, l'axe doit être central. Mais oui. Donc les axes doivent être, on va dire, ils passent toujours par la ligne verticale, mais à différentes hauteurs. Ok. Et puis ils peuvent se cumuler du coup. Ça peut bien être... sûr. Ouais. Bien sûr. Et après, même le mot axe est faux. En réalité, c'est des doubles directions qui vont se sentir, qui sont simultanées. C'est qu'au début qu'on va dire il y a un sens là, un sens là. Après, c'est un seul mouvement. Au début, quand je fais une torsion à droite, je sens la résistance de l'air sur la poitrine, et puis je vais à gauche. Plus tard, quand je fais une torsion à gauche, je vais sentir je pousse l'air avec l'omoplate gauche. Quand je mets une torsion à droite, je pousse l'air avec l'omoplate droite. Après, je vais simultanément pousser l'air avec le buste et avec l'omoplate. Et puis ensuite, ce n'est pas un, deux, c'est un seul mouvement quand on est dans l'eau, quand on bouge dans l'espace. On n'est pas devant, d'ailleurs, on est partout. Dans des points de yoga, on doit être partout. Mais pédagogiquement, au début, on met l'accent sur quelques actes pour découvrir les doubles directions, pour découvrir ce qui monte et ce qui descend, pour découvrir. Mais après, il faut que ce soit plus sensuel, plus global. Tant qu'il y a des axes, on peut dire qu'il n'y a pas encore de globalité. Mais les axes sont là pour progressivement arriver à cette sensation globale. Oui, merci. J'ai une question encore technique, s'il vous plaît. Est-ce que tu m'entends? Oui. Je crois qu'on est deux à parler en même temps. Par rapport aux tensions dans les pauses, j'ai une question parce que j'ai l'impression que lorsqu'on prend les pauses, on doit éviter de sentir des tensions et qu'au moment où on sent la tension, on doit s'arrêter. Quand on est dans les pauses, on doit observer les tensions émerger, c'est ça? Il y a la théorie, puis il y a la pratique. Au début, on va dire, il y a
ce qui est important, c'est de partir d'une sensation globale du corps. Quand vous allez explorer un peu un minimum voyez, de tension quand vous partez. Vous allez déposer les jambes, vous allez déposer les bras, sentez une ligne verticale, les derniers côtes présentent le cœur en offrande. Bon, ensuite, je vais faire un mouvement en essayant de garder cette globalité tactile. Alors, peut-être si je vais un peu plus loin, par exemple, je vais sentir ma région, la hanche, la fesse ou la région lombaire qui s'intensifie un peu. Alors, je vais revenir un peu. Ça lâche complètement. Je vais repartir et je vais arrêter un peu avant. Je vais rester au moment où ça commence à se tendre, mais ce n'est pas encore vraiment tendu. Et c'est là que je vais rester. À ce moment-là, je vais oublier la pause. Et je vais me donner uniquement au souffle. Je vais uniquement remplir, vider l'espace avec le souffle. Et c'est uniquement à la fin, la dernière expiration, je vais revenir à la sensation du corps. Et je reviens par contre à la sensation du corps très vivante. Et dans la pause, normalement, on ne va pas sentir le corps. Si je sens le corps, c'est que je suis allé trop loin. Donc aller moins loin, un peu, une pause, c'est vraiment comme une main qui rentre dans une gante, il ne doit pas y avoir d'antagonisme. S'il y en a, c'est peut-être trop loin, donc ça peut avoir une valeur en gymnastique, etc. Mais en yoga, ça n'a pas de sens. Donc, vous sentez que le corps s'est un peu densifié, revenez un peu, hop, restez là. Restez avant que la pause soit densifiée, progressivement pour aller plus loin sans que le corps se densifie, parce que une tension, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la cérébralité. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est gommer les schémas de densification par les schémas de vacuité qui sont plus naturels au corps. Là. Un corps équilibré est un corps qu'on ne sent pas. Quand vous sentez votre corps, c'est que vous êtes malade. Vous réveillez le matin, si vous ne sentez rien, c'est que vous êtes en bonne santé. Voilà, si j'ai mal au foie, il faut voir un médecin. Si j'ai mal aux dents, je vois un dentiste. Si je ne sens rien, c'est que tout va bien. Donc, du corps, donc on va maintenir cette non-sensation du corps et qui va petit à petit gommer les sensations de densité, de tension. Et c'est très important parce que la non-sensation du corps correspond à un mental qui ne pense pas et qui est disponible. La tension du corps, c'est une agitation mentale. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement la sensation du corps, mais c'est la transposition cérébrale qui va se faire. Quand le corps est vraiment vacant, il n'a pas de contour, il n'a pas surtout de contact avec le sol, il est sans contact. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup de traverser le sol, de dureté sous le sol, parce que le sol, c'est ma sécurité, le sol, c'est la mémoire. Si je vois trop, je titube, je cherche le sol pour me sécuriser. Quand j'ai un problème, je cherche la mémoire pour me sécuriser. Ce qui est une mauvaise idée parce que ce qui se passe est toujours neuf. Donc, s'il y a des analogies avec le passé, bien sûr, c'est jamais une répétition. Donc, on va essayer de fonctionner avec un mental disponible, sans la mémoire. Ça correspond à un corps sans contact. Bon, ça, le non-contact, c'est ça qui donne la substance au corps, c'est le contact. Quand on met une orange sur une balance, tant que l'orange ne touche pas la balance, il n'y a pas de poids. Le poids, c'est le contact. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'importance pour nous de lever le contact. On a fait la réflexion debout, de travailler les hanches se déposent, les pieds se déposent. Et quand on arrive à faire fondre le sol sous les pieds, à faire fondre le sol sous le bassin, ce non-contact va amener une très grande détente qui va s'incarner au niveau psychologique. C'est un peu le sens du travail, mais ça, c'est la théorie. La pratique est 1000 fois plus spécifique. Donc, soyez sans compréhension technique. C'est vraiment un jeu. Tous les jours, c'est différent, mais pas de violence, pas d'intention. On ne cherche pas à arriver à quelque chose, on n'arrive à rien d'ailleurs, donc c'est parfait comme ça. Il n'y a pas de dynamique vers quelque chose, il y a une écoute de plus en plus intime de la sensation qui se fait. Ce n'est pas la peine de se tendre, peut-être quand le voisin veut vous violer, ou quand il veut violer votre fille, ou quand la maison brûle, peut-être qu'il y a des tensions nécessaires à la fonctionnalité. Mais quand je lève un bras ou que je me penche en avant, il n'y a aucune raison qu'il y ait des tensions corporelles. Donc, il faut être fonctionnel. Merci.
à m'essouffler dans Kapalabhati, alors que pas du tout dans Bastrika. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou ne pas faire justement pour aider? C'est que vous le faites trop fort ou trop vite ou trop longtemps pour votre capacité. Donc, il faut vraiment le faire très progressivement. Quand ça vous essouffle, vous fatiguez votre fonction pulmonaire, votre fonction cardiaque, donc c'est pas la peine. Arrêtez-vous avant, vous le faites doucement. Ce qui est important, c'est la régularité. Quand la régularité est claire, ensuite, progressivement, vous allez augmenter le temps. Ensuite, plus tard, vous augmentez le temps avec la rapidité. Et ensuite, vous augmentez le temps avec la rapidité et la puissance. Tout ça se fait sur un long temps. C'est un exercice qui a uniquement une valeur si on le fait vraiment longtemps. Il faut l'apprendre très doucement, très progressivement. Donc, arrêtez-vous avant. Quand vous arrêtez, vous devez sentir, vous allez faire 10 minutes de plus. Donc, je sens, je m'arrête, une sensation de je peux faire beaucoup plus, je ne l'ai pas fait. Si quand je m'arrête, je suis content de m'arrêter, c'est que vous êtes en train d'engrammer un schéma de légère congestion. C'est parce qu'on veut, on veut engrammer un schéma de dilatation. Donc, il faut faire en deçà de votre capacité. C'est ça qui est très important. Quand je reviens d'une pause, j'aurais pu faire plus. C'est cette sensation de spatialité qui s'intègre dans ma cérébralité. Je pousse la pause au maximum, je veux au maximum de mon mouvement. Ce qui va s'intégrer, c'est la sensation de rétrécissement. Non, je veux une sensation d'expansion. Donc là, c'est très important de faire en deçà de votre capacité. Au début, tout le monde, des fois, fait trop. Voilà, on apprend comme ça. Mais faites moins. C'est pas important. On fait très, très peu de fois, très peu de temps, mais hop. C'est vraiment, il faut être passif. Vous appuyez sur un bouton, ça commence. Et 5 minutes après, 1h30 après, vous appuyez sur le même bouton, ça s'arrête. Il n'y a rien entre les deux. S'il y a quoi que ce soit, revenez à zéro. Nous, on l'apprend par 11 fois. On fait tic, 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 tic. Longue inspiration, longue expiration 3 fois. Tic, tic. On fait 3 fois 11 fois. Ça paraît idiot. 7 jours après, on fait 3 fois 22 fois. 2 semaines après, 3 fois 33, 44. Puis on fait 3 fois 121. On reste là quelques semaines, quelques mois. 2 fois 3 fois 121, quelques semaines, quelques mois. 3 fois 3 fois 121, ça fait 10 minutes. On reste là. Après, encore après 12 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Au moment, je fais 20 minutes, je fais 15. Je fais une demi-heure, je fais 25. Je fais 1 heure, je fais 50. Je fais toujours moins. Et cette sensation d'amplitude va me permettre de développer l'exercice. Toujours fait de moi. N'hésitez pas. Tous les élèves de Jean Klein, on a tous fait, on fait généralement 1 heure et demie tous les jours. Mais on a tous, à des moments, on se rend compte que c'est quelque chose qui c'est plus clair, c'est bien intentionnel, on arrête. Souvent, c'est 11 fois. Tic, tic, tic. 3 fois 11 fois. 22, 33, et on met 3-4 mois remonter à 1 heure et demie. Très progressivement, et ça redéconditionne le mouvement. Donc, c'est très localisé, très bas sous le nombril, 2 cm, 3 cm, 3 cm. Ensuite, progressivement, avec les années, on va monter vers le diaphragme, puis on va étaler sur les derniers côtes, puis on le projette dans l'espace. Si on apprend en haut, ce qu'on fait, l'école de maestro, il apprend avec le diaphragme. Souvent, quand on fait une demi-heure, 1 heure, ils en prennent côté parce que voilà, le diaphragme est un muscle trop complexe. Donc, nous, on l'apprend très bas dans le sangle abdominal. Tic, tic, c'est très léger, très léger. Les endroits sont plus facilement contrôlables que le diaphragme au début. Et après, on fait avec le diaphragme. Après, on fait dans l'espace. C'est un exercice qui est très, très important. C'est beaucoup plus important que travailler des pauses. Travailler des pauses, c'est pour les enfants. Donc, les paysans, le vrai travail des pauses permet ensuite de faire travailler du souffle, qui est le travail du yoga. Donc, c'est un exercice important. On peut le faire en marchant. On peut le faire ensuite dans toutes les pauses, debout, sur la tête, si vous voulez. On fait cet exercice dans les pauses aussi. Donc, il faut vraiment bien le faire. Donc, n'hésitez pas à arrêter. Repartez avec 11 fois. Même si Bastrika a fait 1 heure, c'est pas grave. 22, 33, 44. Et passer quelques mois pour jouer avec, c'est comme une connaissance. Quand vous avez un accident de voiture, des fois, vous étiez habitué à faire plein de choses, mais vous ne pouvez plus les faire. Donc, vous vous habituez à marcher, vous vous habituez à lever un bras, vous vous habituez à tourner la tête, etc. C'est très intéressant quand on a la chance d'avoir des accidents graves, de se réapproprier le corps progressivement, on retrouve une sensibilité qu'on ne pouvait pas avoir avant, et tout était automatique.
Là, il ne faut pas hésiter de se servir d'une difficulté pour aller très lentement et redécouvrir l'exercice de toute sa subtilité, mais sans jamais la moindre pression, la moindre étouffement. C'est vraiment important. Le souffle ne doit jamais se serrer. Ça doit toujours être dans l'espace, et ces exercices sont faits pour ça. Donc, il faut vraiment le faire comme ça. J'ai une question aussi, je crois technique. Quand j'écoute la sensation des vibrations dans les hanches, par exemple, ou dans le reste du corps, c'est tactile et c'est de l'espace. Mais la vibration de la tête, c'est souvent accompagné d'une vibration sonore assez forte. Donc, je ne sais pas si... Tout va bien. C'est normal. C'est normal parce que la vibration, c'est le ressenti des 5 sens, c'est une activité cérébrale. La vibration est quelque chose qui est non perceptible et des fois, quand on l'aperçoit, on peut l'apercevoir au niveau auditif, tactile, visuel, gustatif, olfactif. Ça, c'est le cerveau qui va transposer de manière sensorielle quelque chose qui n'est pas sensoriel. Dans la vibration, effectivement, des fois on le sent, et des fois on entend, il y a vraiment des notes très précises, différentes hauteurs de notes. Des fois on la voit, il y a des colorations, des fois on goûte, il y a une densité gustative, des fois il y a une odeur subtile qui vient. Ça, c'est le cerveau qui transpose, donc il faut accepter ça. Et ça fait normal, à un moment donné, il y a une espèce de coming together de tous les sens, il y a une espèce de... On va ressentir la vibration, la soirée n'est plus sentie. On la sent plus tactilement, on l'entend plus, on la voit plus, on la goûte pas, on la ressent. Là, c'est un sens interne. À ce moment-là, le cerveau peut s'apaiser et puis avoir un contact non cérébral avec la vibration. Tant qu'elle est tactile, gustative, auditive, il y a encore une activité cérébrale qui va progressivement se réduire. Je peux avoir cette vibration interne sans qu'elle passe par les 5 sens, sans qu'elle stimule l'activité cérébrale. Mais ça se fait tout seul, il n'y a pas à faire une théorie là-dessus. Donc c'est tout à fait normal que des fois tu l'entendes, ou des fois tu la ressens, c'est normal. Quand on ne met pas l'accent sur la vibration, on met l'accent sur l'espace dans lequel la vibration arrive. Donc tu te laisses complètement faire et cette vibration va se référer à cet espace, va se résorber dans l'espace. Et c'est là qu'il va y avoir ce contact avec la vibration interne qui, elle, est plus interprétée sensoriellement. Eric, je suis avec une question permanente, mais que je suis incapable de formuler. C'est-à-dire qu'il y a juste... Ce que je peux sentir, c'est une question, mais je ne peux pas dire laquelle. Et je suis souvent, pendant les entretiens, en train d'avoir tout mon corps qui vibre à cette question, mais je ne peux pas la formuler. Il ne faut pas essayer de la formuler, surtout pas. Si on formule la question, c'est une forme d'ajournement, parce que la question que vous formulez, ce n'est pas la vraie question. La vraie question n'est pas sémantique, c'est une question vitale. Et tant qu'elle est formulable, elle n'est pas vitale. Donc celui qui pose une question perd la chance de la vraie résolution. Donc, ne la formulez pas, et vivez avec cette intensité qui va augmenter, mais qui va augmenter à chaque moment de la vie finalement, et quand cette intensité va être constante, l'état de veille et de rêve
voilà, constamment, à un moment donné, il n'y aura plus la moindre énergie pour aussi la résoudre cérébralement, sémantiquement. Et à ce moment-là, cette question va s'épuiser elle-même, se sécher elle-même et puis s'effondrer dans la réponse. Mais la question extérieure, c'est une forme de... C'est un outil pédagogique, mais quand quelqu'un pose une question, il n'a pas encore pressenti la vraie question, parce que la question, c'est pas ça ou ça. Il y a une seule question, bien sûr. Donc, on n'a même pas à la formuler, dire ce que c'est, parce que ce serait déjà une forme d'éloignement. Donc, vivez avec cette intensité et surtout, essayez pas de la formuler. Ça va, voilà, l'approche, c'est de vivre avec la question. Et puis, cette question va se mourir dans la réponse inévitable. Peut-être d'abord en état de rêve et ensuite à l'état de veille, mais ça ne dépend. Mais chose. Il ne faut surtout pas d'effort pour la penser. Éric, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ma partenaire de cette dernière quinzaine d'années est décédée il y a quelques mois. Et puis, depuis, j'ai l'impression qu'elle existe davantage pour moi, comme si, et puis je veux la retenir, j'aime l'évoquer. Je sais pas, quand on me dit il faut faire le deuil, parfois on me dit ça, je comprends pas ce qu'on veut dire. Je veux pas ça non plus. Je veux continuer à ce qu'elle existe pour moi. Est-ce que vous voulez commenter? Déjà, vous voulez faire ce qui s'impose pour vous. Il n'y a pas de... Il n'y a rien à dire. Chacun vit à sa manière. Faire le deuil veut dire que si la mémoire est difficile, à un moment donné, c'est inutile de vivre avec des difficultés psychologiques. Mais effectivement, quand quelqu'un s'en va, si on ne crée pas un lien psychologique, la personne est encore plus présente. Et Ibn Arabi, dans les Étoiles Mekaya, dit que quand quelqu'un est mort, quand il est réduit en cendres, il est plus intensément vrai que tant qu'il est vivant. Donc, cette chose-là est tout à fait naturelle, sans que ce soit du romantisme, sans que ce soit de la mémoire. Par contre, la nécessité de la mémorisation est quelque chose qui a sa place tant que c'est là, mais c'est quelque chose qui normalement devrait passer parce que la personne va être là, va être tellement présente en tant que présence qu'il n'y a plus besoin, quand vous promenez avec quelqu'un, vous ne dites pas tout le temps regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau. Non, vous êtes en silence avec la personne et c'est dans le silence que se fait l'intimité. Et donc, quand quelqu'un disparaît de ce plan et que vous avez cette sensation de présence, à un moment donné, il n'y a plus de communication verbale avec cette présence parce qu'il y a une non-séparation amoureuse qui est là et on est avec la personne, il n'y a plus rien à dire. Donc, il n'y a plus rien à évoquer parce que l'évocation c'est nécessaire de dynamisme, mais tant que c'est là, à sa place. Ici, nous, on ne donne pas de... Il n'y a pas de manière de vivre qui soit juste ou fausse. Chacun fait ce qu'il peut faire. Donc, on ne doit pas s'occuper de sa manière de vivre. C'est totalement inné, totalement inhérent à notre fonctionnement, nos imaginaires. Donc, vivez comme vous pouvez vivre. Mais on a donné la séparation est impossible. La séparation est uniquement mentale. On ne peut pas être séparé de quelqu'un. Quand on est proche de quelqu'un intimement, que la personne soit vivante ou morte, que la personne soit en Amérique ou en Chine, ou que la personne soit morte, c'est exactement la même chose. Il y a cette présence, on n'est pas séparés. J'ai un certain âge aussi, beaucoup de mes amis sont morts. C'est ce que quelqu'un me dit, telle personne est morte, c'est une manière romantique de parler, mais pour moi, les gens avec qui je suis intime ne sont pas en état de pouvoir mourir ou non. Cette présence qui est là, et ce n'est pas la mémoire. La mémoire, c'est autre chose, c'est une présence, une intimité, quand vos parents ne peuvent pas mourir, ils sont là, vos grands-parents ne peuvent pas mourir, ils sont là. Ce n'est pas une mémoire, c'est une présence intime,
ça qu'à un moment donné, la mort quitte son côté épouvantail, le côté cinématographique, le côté dramaturgique, etc., nous quitte parce que c'est une histoire imaginaire. Donc, on continue à vivre cette présence intimement. Voilà, il n'y a pas de séparation. La séparation est purement cérébrale. Celui qui s'est séparé de quelqu'un parce que personne n'est mort, il était séparé avant aussi. Il était dans sa propre image. S'il n'y a pas d'image, il n'y a pas de séparation. Oui, Eric? Oui. Vous m'entendez? Oui. J'avais une question par rapport au processus de la pensée. Il me semble avoir lu peut-être dans un livre de Jean Klein que quand on comprend au sens de voir le processus de la pensée, il finit par s'arrêter. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette expression, mais ma question, c'est que signifie exactement voir le processus de la pensée, quoi, le comprendre, le voir, c'est pas très clair pour moi. C'est voir que ce que vous cherchez par l'activité mentale est quelque chose qui n'est pas pensable. Vous cherchez quelque chose qui n'est pas pensable dans la pensée. Donc, à un moment donné, quand je vais comprendre ça de manière intuitive, la dynamique de vouloir comprendre l'impensable va me quitter. Et donc, toutes les énergies qui avant étaient pour essayer de comprendre la vérité ou la conscience, que vous voulez, Dieu, peu importe, je me rends compte que comprendre, ça veut dire ramener l'illimité à ma limite. Donc, cette compréhension n'a aucun intérêt. C'est pour ça qu'Ibn Arabi dit, une célèbre phrase dans le football Mekaya, celui qui a vu Dieu et sait qu'il a vu Dieu n'a pas vu Dieu. Parce que la compréhension dans le sens profond, c'est être une compréhension. C'est une compréhension qui dissout l'objet de compréhension et celui qui comprend. Quand vous comprenez quelque chose, vous n'avez rien compris. Quand je comprends profondément, cette compréhension dissout la chose. Donc, c'est dans ce sens-là. C'est voir la perspective que ce que je cherche est au-delà de la pensée et je peux uniquement y avoir accès dans les moments d'intuition, c'est-à-dire le calme mental. Donc, la cessation de la pensée n'est pas mécanique, comme chez Patanjali, elle est résultante. Elle n'est pas un moyen d'arriver à une compréhension, mais elle est le résultat d'avoir vu géométriquement la perspective, c'est-à-dire que ce que je cherche n'est pas pensable. Je pense que ma mémoire, je ne peux que penser le passé, le déjà connu, et ce que je cherche, c'est quelque chose qui est inconnu. Donc, comment ce qui serait inconnu pourrait se trouver dans ma mémoire, dans le déjà connu? Donc, c'est ça qui m'en est, quand je vais vivre intensément avec ce questionnement, progressivement, ce questionnement va perdre son aspect sémantique, son aspect intellectuel, son aspect pensée. Il va devenir un peu comme une question précédente qu'une amie a posée. Elle a cette question, elle ne sait pas quelle est la question, mais elle sait qu'il y a la question. Ça, c'est quand la pensée commence à être orientée sans l'arrogance de vouloir trouver dans la mémoire la réponse. Donc, il faut vivre dans cette espèce d'intensité. Platon aussi parlait, je ne sais plus dans quel texte, justement de vivre avec cette pensée sans chercher la réponse. Vivre avec cette question sans chercher la réponse, c'est la même chose. C'est voir la perspective que ce que je cherche n'est pas pensable et donc ne peut pas se trouver dans la mémoire. Donc la pensée est caduque pour trouver l'impensable. Donc c'est cette simple constatation, mais qui doit devenir une constatation intuitive, vécue, opérationnelle, et non pas un raisonnement cérébral de plus, bien sûr. Je pense que dans ce sens-là, indépendamment de ça, Jean Klein est un sage, moi, c'est bien évidemment pas mon cas, donc je suis incapable de comprendre ou de commenter ce que peut dire un sage. Mais en tout cas, il y avait peut-être des éléments dans ce sens-là. Je vous remercie.
Bonjour Eric, est-ce que tu m'entends? Oui. C'est pour cela que tu parles du pressentiment de la conscience divine? Le mot pressentiment est un mot qui, effectivement, qui est très, très vaste, qui ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça qu'on emploie souvent des mots finalement qui sont assez idiots, qui sont assez simplistes, qui ne sont pas compréhensibles, parce que quand on comprend quelque chose, on réduit l'illimité à une forme cérébrale. Donc nous, on emploie souvent des mots qui visent justement à ne pas limiter ce vers quoi pointe le mot. Donc, le mot doit être poétique, dans le sens où quand vous écoutez une poésie, vous ne dites pas ça veut dire ça, la poésie ça ne veut rien dire, la beauté n'a pas de sens. Là, ce dont on parle, c'est la beauté ultime. Donc, c'est une beauté qui n'a absolument aucun sens cérébral. Donc, c'est un espace vide qu'il ne faut pas combler de notre imaginaire répétitif et mémoriel. Dans le pressentiment, voilà, est un mot qu'on emploie dans ce sens-là, dans le sens c'est pas très objectif, vous pouvez pas trop fantasmer là-dessus. C'est dans ça. Merci. S'il vous plaît, vous m'entendez? Oui. Voilà, je voulais vous demander, je me rends compte que j'ai du mal à lâcher prise, à écouter vraiment. Et il y a toujours quelque chose qui me retient, ou bien une pensée qui vient, et c'est un peu difficile. Vous savez, quitter l'idée de lâcher prise, c'est un concept sympathique, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a pas à lâcher prise. Celui qui veut lâcher prise, c'est la seule chose dont il faudrait lâcher prise. Donc c'est un sac sans fond. Donc oubliez le mot lâcher prise, mais simplement soyez je dirais, légèrement, affectueusement, de plus en plus proche de votre fonctionnement. Vous voyez comment vous fonctionnez sans commentaire. Il ne s'agit pas de fonctionner autrement, il ne s'agit pas de fonctionner mieux, il ne s'agit pas de transformer. Tout ça, c'est des rêves d'adolescents un peu aérés. Il s'agit simplement de voir ce qui est là. Quand vous voyez ce qui est là, vous allez voir que ce qui est là, c'est l'essentialité sous la forme d'une perception comme une autre. Donc, il n'y a pas à changer. Donc, il n'y a pas à lâcher prise, il n'y a pas à voir, il n'y a rien de tout ça. Tout ça, c'est une espèce de religion un peu légère. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir. Il y a à voir son fonctionnement. Et voir votre fonctionnement, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire pour dire voilà, parce que maintenant je vais voir mon fonctionnement. Non. C'est sur le vif ce soir, peut-être quelqu'un va faire une réflexion, dire quelque chose, vous allez voir une réaction, super, vous avez gagné, c'est ça qu'on vous demande. Peut-être demain, vous allez voir un homme, une femme, un chien qui vous attire, c'est ça qu'on vous demande de voir ça en vous. Peut-être le soir, vous allez voir à la télévision quelque chose qui vous blesse, super, vous allez voir que ce genre de choses vous blesse encore. Donc, c'est la chose la plus facile qui soit. Il faut faire que ce qui est facile. La difficulté, c'est l'ego qui est une chose difficile. L'ego est sérieux. Ce qui est profond dans la vie est léger. La joie de vivre, elle est légère. Les gens sérieux sont des gens malheureux, sont des gens égotiques. Donc, tout ce qui est sérieux, laissez-le de côté et devenez de plus en plus intime à cette légèreté de vie qui est simplement d'enregistrer votre fonctionnement. Votre corps vous donne des indications, vous les écoutez. Votre psychisme, votre pensée vous donne des indications. Vous les écoutez, essayez pas de les mettre en forme, essayez pas de les mettre dans une forme de cathédrale conceptuelle de pensée, comme un philosophe qui va dire voilà, je sais ça, le monde est comme ça. Pas besoin de faire une représentation du monde comme les philosophes allemands. Il n'y a pas rien à se représenter, mais il y a à voir son fonctionnement. Donc, c'est trop simple pour être pensé. Dès que vous pensez, vous avez quitté la simplicité pour entrer dans l'effet de cathédrale cérébrale et ça a sa place. Je veux dire, quand un enfant est jeune, il a besoin de se représenter le monde, de croire qu'il a des parents, croire qu'il a un futur, croire qu'il a une famille, croire qu'il a une race, croire qu'il a un pays, croire qu'il est ceci ou qu'il est cela. Ces croyances sont nécessaires à la plupart des gens.
Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui croient à la démocratie, il y en a qui croient à l'écologie, il y en a qui croient dans l'équipe de football. Tout ça est tout à fait légitime et à un moment donné inutile. Donc, c'est simplement d'être vraiment intime avec son fonctionnement et vous allez voir au plus, vous allez enregistrer les paramètres de votre vie sans commentaire. Et quand il y a un commentaire, il n'y a pas de commentaire à ce commentaire, vous avez bien le droit de faire des commentaires. Tout ça apparaît dans votre écoute. Il y a une forme de facilité, de légèreté qui va se faire. Et vous allez voir que la vie n'est pas quelque chose à réussir, donc pas quelque chose que vous pouvez rater. Donc il n'y a plus de pathos, il n'y a plus de peur d'un futur qui n'existe pas, qui n'existera pas. Il n'y a que le présent, plus de souffrance d'un passé qui n'existe pas non plus. Une représentation de cathédrale qu'on a créée en disant voilà, mon passé était merveilleux, mon passé était dramatique. Mais il n'y a pas de passé. Arrêtez de prétendre, c'est l'ego qui s'enorgueillit ou s'ouvre d'un passé totalement cérébral. Le passé, c'est une représentation. Vous avez une photo, vous avez 20 photos, et vous faites des liens entre les photos, c'est ça mon passé. Le passé est tellement plus riche que ce que vous pensez, tellement plus riche que vous avez vu, tellement plus riche que les photos. Le passé est impensable, on n'en pense plus le passé parce que ce qu'on pense est misérable. On projette plus le futur parce que le futur est tellement plus riche que tout ce qui est pensable. Et quand il n'y a plus de passé et de futur, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas le présent, parce que le présent c'est une catégorie philosophique. Il reste ce qui est là, ce qui est impensable. Et c'est dans cette intensité, dans cette légèreté, que va se trouver finalement la réponse aux questions multiples et à la question essentielle. Mais attention, méfiez-vous de ce qui est sérieux, méfiez-vous des gens sérieux, méfiez-vous des gens qui veulent arriver à quelque chose, qui veulent... Il n'y a rien à comprendre. Celui qui comprend est un imbécile. Il n'a rien compris. Le marxiste comprend, le chrétien comprend, le musulman comprend, le mondialiste comprend, tout le monde comprend, mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont mis un concept, un mot sur quelque chose d'illimité. J'ai compris, c'est comme ça. Et vous savez, c'est comme ça. C'est puéril, c'est comme un enfant qui dit voilà, c'est comme ça. On a besoin de dire, on a besoin de s'affirmer, je suis comme ça. I am John, ici ma famille, voilà, c'est mon pays, c'est ma race, je suis fier d'être français, je suis fier d'être suisse, je suis fier d'être un homme, d'être une femme, d'être un chien, d'être riche, d'être fort. Je suis fier de ma famille, je suis fier de mon équipe de football, je suis fier de ma voiture, il y en a qui sont fiers de, je ne sais pas, de leur collection de thèmes. Pourquoi pas? C'est déjà mieux d'avoir honte de quelque chose. On est fier de rien, on n'a honte de rien. On est ce qu'on est, on n'a absolument pour rien. Vous avez aucune responsabilité dans votre corps, dans votre psychisme, dans votre intelligence, dans votre beauté, dans votre virilité. Vous êtes responsable de quoi? Vous n'avez pas choisi vos parents, vous n'avez pas choisi votre corps, vous n'avez pas choisi vos maladies, vous n'avez rien choisi. On n'a rien choisi dans la vie. Donc la vie est légère, il n'y a pas de responsabilité. Il y a une responsabilité pénale, civile, c'est autre chose. Intérieur psychologique, il n'y a pas de responsabilité. Donc pas d'effort, pas de... Vous ne mettez pas en question. La pire des choses, c'est de se mettre en question. Voyez votre fonctionnement. Ce qui met en question, c'est la vision. Mais si je veux me mettre en question, je vais remplacer une manière d'être par une autre. Alors oui, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez devenir une philosophe, vous pouvez devenir une stoïcienne, pourquoi pas, vous pouvez pratiquer ce que vous voulez, mais c'est de rendre des imaginaires. Comme les gens qui disent, voilà, je suis bouddhiste, je suis chrétien, je suis une démarche, je suis yogi, pourquoi pas. Mais c'est comme dire, je suis communiste, ou je suis français, ou je suis chinois. Des représentations infantiles qui peuvent avoir une place au niveau structurel de la société. Au niveau profond, on n'est rien du tout. On est ce regard dans lequel apparaît toutes ces appropriations. Plus un enfant est malheureux, plus il a besoin de s'approprier le monde, plus il a reçu des coups, plus il a été maltraité, plus il a besoin d'être fier de lui-même, d'être fier de sa race, de son passé, de lutter pour ceci. C'est normal. Et à un moment donné, on arrête de porter le passé, on n'est plus fier de rien, on n'a plus honte de rien, il y a une espèce de légèreté fonctionnelle qui va venir, c'est ça qui est vraiment important. Donc, vous ne mettez pas en question, ne commentez pas votre manière de voir le monde, de voir les choses, mais soyez de plus en plus légèrement, amoureusement à l'écoute de ce que vous faites. Dans cette écoute, vous allez tout trouver, et non pas dans des dynamiques de vouloir se purifier, de vouloir changer, de vouloir lâcher prise, de vouloir arriver. Là, on rentre dans l'espèce de cathédrale imaginaire
Ils sont tout dans l'imaginaire, c'est ni accessible ni inaccessible, ça n'existe pas. Merci beaucoup. Eric, alors donc, après toute cette réflexion-là, enfin ce que vous venez de nous dire, la question du libre arbitre ne se pose même pas. Mais absolument, vous prenez pour qui pour être libre ou pas être libre? Oui. Il n'y a personne. Quand vous tapez, quand on donne un coup de marteau sur le genou, le pied monte, c'est pas vous qui montez. Quand vous mangez un morceau de sucre, ça se digère, c'est pas vous qui digérez. C'est pas vous qui marchez, c'est pas vous qui pensez. Vous prenez du LSD, vous allez penser ça. Vous voyez un enfant se faire écraser, vous pensez ça. Vous voyez tel politicien à la télévision, vous pensez ça. Vous êtes pensé, vous êtes absolument pour rien. Il n'y a pas d'acteur. Donc, bien sûr, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre, c'est uniquement une catégorie du code civil, d'une catégorie juridique qui a une valeur au niveau du fonctionnement de la société. Mais dans le profond, vous n'êtes pas responsable de votre intelligence, de votre stupidité. Donc, comment est-ce que vous êtes responsable de quoi que ce soit? Pour repartir sur le morceau de sucre, c'est quand même moi qui ai décidé de manger le morceau de sucre. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez cette impression, mais c'est tout ce qui s'est imposé. Voilà. Il y a des tas de gens qui envoient un morceau de sucre, ne vont pas le manger parce qu'ils ont une structure, ils ne veulent pas manger du sucre. Il y en a qui voient un morceau de sucre, ils le jettent dessus, ils le mangent. Ce n'est pas une décision. C'est toute votre vie qui fait que vous voyez un morceau de sucre, automatiquement mettre dans votre bouche, vous voyez un morceau de sucre, automatiquement vous pensez à autre chose. Vous voyez un bel homme qui passe, peut-être vous sautez dessus, ou si vous préférez les femmes, ben, ça ne vous touche pas, ce n'est pas une décision. Vous ne dites pas j'ai décidé de ne pas coucher avec cet homme, non, vous n'avez pas les hommes. Vous ne dites pas j'ai décidé de coucher avec cet homme, non, mais les hommes comme ça vous plaît, si c'était s'il avait une autre morphologie, ça ne vous stimulerait pas, ce n'est pas une décision. Les choses-là se font malgré nous. Vous ne décidez pas quel style de voiture vous aimez, vous n'avez pas décidé si vous préférez la nourriture thaï ou la nourriture française, vous n'avez pas décidé si vous préférez la musique du sud de l'Inde ou du nord de l'Inde, vous n'avez pas décidé si vous faites l'amour tendrement ou violemment, ce que vous avez décidé. C'est des imaginaires. Respectable, mais c'est des imaginaires. Quand vous allez dans une école, vous voyez très bien les enfants qui mentent, les enfants qui vont être des meneurs, les enfants qui vont être menés, les enfants qui vont toujours hésiter, les enfants qui vont décider rapidement, etc. C'est inscrit génétiquement, ça se voit à 3 ans. 3 ans, c'est très bien. On va être la vie d'un enfant, le caractère ne change pas. Alors l'hésitation, c'est... Oh, excusez-moi. Je vous en prie. L'hésitation, c'est juste une question psychologique, alors. L'hésitation, c'est un manque de sensibilité avec son propre potentiel, bien sûr. Quand vous êtes sensible, vous n'hésitez pas. Quand vous êtes vraiment à l'écoute, vous n'hésitez pas. Quand vous roulez à 200 à l'heure dans un virage, votre voiture dérape, vous n'hésitez pas. Il y a l'intensité qui est là. C'est ça la vie. Il n'y a pas de décision. Quand j'hésite, c'est que je regarde mal la situation. Regardez mieux, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Tout est déjà décidé. Pas dans le passé, mais déjà décidé dans l'instant. Ça ne peut pas être autrement. Ce qui arrive ne peut pas être autrement. Ça, c'est purement scientifique. Ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver. Voilà. N'importe quel scientifique, ils sont tous d'accord. Ce qui n'arrive pas ne pouvait pas arriver. Alors, quelle est votre décision? Elle est purement philosophique. Et c'est sympathique, on aime bien les philosophes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de capacité fonctionnelle, ils ne peuvent pas de vrais boulangers, ils ne peuvent pas des professeurs de ski, ils ne peuvent pas être des militaires, ils ne peuvent pas être des chirurgiens, ils ne peuvent pas être des prostituées. Bon, ils deviennent des philosophes, on est content pour eux. Mais ça ne sert pas à grand-chose.
la vie est l'intensité, la vie, ce n'est pas la philosophie. La philosophie, c'est plutôt d'endroit pour les gens mièvres, finalement, qui ne sentent rien, qui ne savent rien. Vous n'avez pas à décider que vous allez coucher ou non. Vous n'avez pas à décider si vous allez être ou non. Vous n'avez pas à décider quel goût vous stimule, quel goût vous répulse. Quand on est intime avec soi-même, on y a des évidences. C'est une évidence tactile, ce n'est pas une évidence conceptuelle. Il y a des odeurs qui vous stimulent, il y a des odeurs qui vous repoussent. Il n'y a rien à décider. Là, c'est dans ce sens-là. Oui, Eric, est-ce que c'est la pratique qui aide nous à porter la théorie dans la vie de toujours? Non, c'est l'écoute. La pratique est une forme de prolongation de l'écoute. Mais la pratique sans l'écoute est mécanique, elle n'amène rien. C'est parce que vous avez pressenti que ce que vous cherchiez n'était pas dans la mémoire, dans le passé, ni dans le futur, que vous allez vous donner à des moments d'intimité, de présence, sans intention, sans passer dans le futur. Et la pratique, c'est quoi? C'est ce moment de cette présence non objective, cette présence sans rien de présent, sans personne de présent. C'est ça la pratique. C'est parce qu'il y a ce pressentiment qu'il n'y a rien à trouver qu'on peut pratiquer sans intention. Et celui qui pratique avec une intention va projeter dans la pratique un futur, et ce futur sera toujours imaginaire. Donc attention de ne pas pratiquer pour quelque chose, il faut pratiquer par quelque chose. Un peu comme vous allez à l'église parce que vous êtes chrétienne, ce n'est pas d'aller à l'église qui va vous rendre chrétienne. L'expression est une prolongation de la pratique. C'est parce que vous aimez quelqu'un que vous couchez avec, c'est pas parce que vous couchez avec quelqu'un que vous l'aimez. L'expression est une prolongation de l'émotion, et ce n'est pas un moyen. La pratique, c'est une expression, c'est une célébration du pressentiment qu'il n'y a rien à trouver. Donc, quand j'ai compris qu'il n'y a rien à trouver, j'ai beaucoup de temps libre. Je ne vais pas recommencer une nouvelle histoire amoureuse, je ne vais pas acheter une nouvelle voiture, je ne vais pas partir en voyage, je ne vais pas apprendre le sanskrit, je ne vais pas changer de travail. Dans ma vie de se simplifier, j'ai plus d'espoir vers un futur. La plupart du temps, l'être humain passe son temps à construire un futur imaginaire. Donc, quand je comprends ce que je cherche, pas dans le futur, il n'y a plus d'énergie perdue pour ça. Quand je comprends ce que je cherche, pas dans le passé, moi, il n'y a plus non plus de mémorisation du passé. Le passé, c'est mort, c'est fini. Ma famille, mes parents, mes amis, tout ça, c'est mort, c'est fini. Je ne pense jamais pourquoi faire. C'est fini, c'est mort. Ça avait une place sur l'instant, mais voilà, c'est comme un feu. Comme il y a du bois dans le feu, ça chauffe, c'est merveilleux. Et à un moment donné, il n'y a plus de bois, c'est fini, on ne se rappelle pas le feu. C'est la chaleur qui était importante. Donc le passé, c'est fini, le futur, c'est fini. Donc il reste cette intensité du présent, et une des manières de célébrer ce présent, c'est la pratique. Donc il y a des gens qui chantent, ils ont des dons, il y en a qui dansent. Quand tu n'as pas de don, on fait du yoga. Tout le monde peut lever un bras, baisser un bras, inspirer, expirer. Donc le yoga, c'est l'art pour les imbéciles. Donc on est tous un peu comme ça. Les gens qui n'ont pas de don comme nous, voilà, on se penche en avant, on se penche en arrière, on lève un bras, on sent de l'air. C'est vraiment c'est l'art pour les gens qui n'ont aucun don. C'est merveilleux parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des dons, donc ça tombe bien. Donc c'est un art de célébrer cette présence sans passé, sans futur. Et si on est totalement la joie de l'instant, il y a quelque chose de plus extraordinaire que cet instant finalement. Et après, la pratique va déborder de la pratique, et toute la journée, il y a une forme de pratique, mais la personne qui pratique, il y a cette sensibilité, cette écoute, à jamais libre d'un passé et d'un futur. C'est ça finalement le sens de la vie. Et pour nous, la pratique, c'est l'aboutissement extrême, on va dire, de se rendre compte qu'il n'y a rien à faire. Celui qui voudrait pratiquer pour arriver, lui, il a une projection, donc il ne peut
peut jamais être présent, ce n'est pas une vraie pratique, c'est une forme de fuite à ce moment-là. La même chose peut être une fuite, si c'est fait avec une intention, la même chose peut être une résonance, si c'est fait libre de toute intention. C'est pas ce qu'on fait, ce qui est important, c'est comment on le fait. Passez une bonne soirée.